Dans sa présentation, voici ce qu'on peut lire, que c'est Serge est expert fiscaliste, expert international en entrepreneuriat, création et développement de start-up, consultant comptable et financier en entreprise, cabinet et université. Il est également ingénieur des finances, audit et contrôle de gestion, procédurier. C'est un brillant stratège en informatisation du système de gestion d'entreprise. Il est surtout auteur de 28 ouvrages, c'est-à-dire il a écrit 28 livres, pour tout dire. Waouh, qu'est-ce qu'il est prolixe. Plus de 150 articles spécialisés publiés, plus de 50 projets réalisés. Avec mon invité du jour, on aura droit à un véritable cours portant sur les thèmes suivants. Comment monter et développer une entreprise. Mais bien avant, une petite question, hein, toute basique. Je pense que cette question va intéresser pas mal de personnes qui ont suivi cette interview. Salut déjà, Serge, comment vas-tu? Très bien, ça va. En tout cas, content de te retrouver ici à Nantes. Moi également. Merci d'avoir fait le déplacement avec ton ami de tous les jours, Landry Midet. Merci. Ok, parfait. Pour nous faire partager votre expertise, la petite question dont je parlais, c'est quoi le tuto pour gagner de l'argent? Oh, d'abord, il faut avoir la bonne idée. Donc, pour moi, aujourd'hui, se faire de l'argent, gagner de l'argent, c'est la bonne idée. Voilà, la bonne idée, parce que dans l'entrepreneuriat, tout part de l'idée. Et donc, lorsqu'on a la bonne idée et on a foi en cette idée, bien évidemment, on va la développer, mais tout part de l'idée d'abord. Quelles sont quelques bonnes petites idées que tu peux partager là avec nous là à l'instant, qui vont inspirer certaines personnes qui vont voir cette interview de se dire, lorsque Vergès a reçu Serge, voilà les idées qu'il a développées et nous, ça nous a permis de pouvoir gagner de l'argent. Quelques petites idées comme ça. Généralement, on se dit, par moment, quand on entend certaines personnes dire qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs, on se dit: «Bah, comment c'est possible?» OK? Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on peut commencer l'entrepreneuriat par user de ses compétences intrinsèques. Par exemple, moi, j'ai commencé avec, les cours à domicile. Donc c'est quelque chose qui nécessite aucun frais. Voilà, pour aller, c'est dit quoi? C'est ma connaissance propre que je vends. Donc c'est une prestation de service. Ça ne nécessite pas d'avoir des locaux, ça ne nécessite pas, si vous voulez, ça nécessite par exemple d'acheter de l'eau, voilà. Donc on peut aller sur ça, commencer sur ce genre de projet et puis après, savoir emmagasiner du capital, savoir, réorienter le cash que cette première activité va contribuer dans d'autres activités, par exemple, avec beaucoup plus, de revenus. Là, tu as pris un exemple très intéressant, hein. Mettre en valeur sa formation, ses valeurs intrinsèques, et savoir qu'on a un domaine d'activité, par exemple l'enseignement. Toi, tu as commencé par les cours à domicile, Ouais. mais une personne qui n'a pas de formation, OK. une personne qui s'est arrêtée en classe de troisième ou en première, ou qui n'a même pas le baccalauréat, tout de suite qui se dit, moi, je vais me lancer dans une activité, j'ai une petite idée, OK. alors que cette personne n'a aucune formation. Elle fait quoi? Alors, il y a ce qu'on appelle aussi le crédit fournisseur. Donc le crédit fournisseur, c'est dire qu'aujourd'hui, je viens vous voir en tant que fournisseur, quoi. Je prends un article qui ne nécessite pas qu'on paye cash. Donc je prends un article avec vous, je vais vendre et je reviens, reverser votre argent. Donc vous voyez que ça ne nécessite pas un capital initial parce que j'ai obtenu un crédit fournisseur. Ça demande aussi, de montrer au fournisseur une certaine crédibilité. Donc même si j'ai un niveau 3e, il faut mettre du sérieux, bien s'habiller, il faut structurer son idée, sa stratégie, formaliser tout ça peut-être à l'écrit et donc à partir de là, je peux aller vers des fournisseurs, quelqu'un qui vend par exemple du manioc, aller vers lui: «Bah, écoute, moi donne-moi du manioc», OK, avec un air beaucoup plus sérieux et après que je finis de vendre, je te donne ton argent. Donc ça va me créer une première marge au départ et donc je vais transformer, développer cette marge au fur et à mesure pour pouvoir, heu, garder du cash et puis voilà, développer d'autres activités. Là, on est dans du concret, hein. J'espère que vous allez prendre note déjà et puis prendre un regain d'intérêt à suivre cette interview parce que moi, j'aime les choses pratiques. Et là, on va aller dans un cas très pratique. On va définir un domaine d'activité parmi ceux dans lesquels, par exemple, tu es expert.
C'est-à-dire, tu définis le domaine dans lequel tu es expert. Il y a une personne qui a une formation dans l'un de ces domaines-là, par exemple, dans lequel toi tu es expert, et cette personne vient te voir et te dit, ah, je veux monter une entreprise. Qu'est-ce que toi tu lui réponds en retour? Oh, bon, donc on va parler de la fiscalité. Quelqu'un qui veut monter une entreprise de conseil fiscal, on dira comme ça. En gros, c'est une entreprise qui repose dans un premier temps sur l'image du porteur du projet. Et donc, je dirais par exemple de soigner son image, aussi de développer ses connaissances, ses compétences, parce que moi, je ne parle pas de Big Four, de grandes entreprises dans un premier temps, je parle de quelqu'un, un entrepreneur, un aspirant entrepreneur, donc entrepreneur même. Donc, dans un premier temps, l'entreprise sera portée sur sa personne. Et donc, du coup, ça dit que de maîtriser les éléments essentiels portant sur la fiscalité, d'avoir quand même une connaissance des compétences à vendre. Et bien après ça, de se lancer, ouvrir son cabinet, voilà. Là, tu l'as dit, justement, ouvrir son cabinet. Là, on continue dans le cas pratique. C'est-à-dire, là, la personne a l'idée, elle se lance dans le domaine que toi, tu as défini. C'est quoi les premières démarches de manière détaillée? Créer son entreprise, légaliser. OK. Donc, pour la Côte d'Ivoire, par exemple, aller vers le CPC ou d'autres cabinets un peu comme moi qui aident à la création d'entreprises, donc formaliser, avoir ces documents. Et une fois que l'entreprise est formalisée, j'ai envie de souligner aussi quelque chose de très important. Vas-y. C'est que, exactement, c'est que formaliser son entreprise, par moment dans l'entrepreneuriat, on a comme l'impression que c'est un frein. OK? Souvent, on se dit il faut avoir des clients d'abord avant de formaliser. C'est oui et non. Dans certains secteurs d'activité, effectivement, il faut avoir des clients avant de formaliser. Mais dans la prestation de services, on parle de prestations intellectuelles, donc qui reposent essentiellement, comme je vous ai dit, sur l'homme, donc sur les valeurs intrinsèques. Et on est dans la finance. Vous n'allez pas confier votre comptabilité ou votre fiscalité à quelqu'un qui n'est pas crédible. Donc, quand on est dans ce genre de domaine, il faut privilégier, légaliser son entreprise d'abord avant d'aller vers les clients. Ça, Ouais, c'est le domaine des finances. exactement. Mais s'il y a d'autres domaines qui ne nécessitent pas de telles démarches, par exemple, que tu peux donner un tuto dans ce sens en prenant l'exemple de ce domaine, par exemple, ce serait quoi? Oh, je dirais par exemple la vente dans tout ce qui est activité commerciale. OK. Dans tout ce qui est activité commerciale, c'est client-produit. Client-produit, c'est pas de la prestation intellectuelle. Donc, je veux dire, même quelqu'un qui est mal habillé, il me propose un bon produit, le produit est bon, je peux acquérir. Alors que dans la prestation intellectuelle, c'est plus le mindset, c'est plus assez sur la personne. Et donc, dans tout ce qui est commercial, on peut développer son entreprise, euh, créer un portefeuille client avant d'aller vers la légalisation. Parce que je dis toujours, dès l'instant que vous créez une entreprise, dites-vous que fiscalement parlant, les impôts, ça commence à compter. Voilà. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et dans certains pays africains, il y a ce problème majeur-là pour les entrepreneurs. Ils ne budgétisent pas la charge fiscale. C'est-à-dire que, prenez, moi j'analyse les business plans, c'est mon métier au quotidien. Quand vous prenez par exemple les business plans, la ligne fiscale, j'ai envie de dire, c'est théorique. Et même à l'école, il y a ce problème-là. Je vous donne un exemple, les professionnels du domaine sauront. À l'école, par exemple, quand on monte, par exemple, le plan de financement d'un projet, sur la ligne impôt, on met impôt BIC, impôt sur le bénéfice industriel et commercial, 25%. Alors que dans la pratique, il y a des entreprises qui en sont exonérées. Donc, quelqu'un qui, théoriquement, a cette connaissance, il vous monte un business plan, ben, lui va mettre impôt 25%, qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça, c'est le premier problème éducatif déjà. Ensuite, le deuxième problème, c'est que les entrepreneurs eux-mêmes ne montent pas le business plan en y intégrant réellement la charge fiscale. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils montent son entreprise et que les impôts disent, mais monsieur, vous devez payer tel montant par mois. Tout à l'heure, j'ai un de mes fistons que je coach dans l'entrepreneuriat, qui a créé son entreprise aussi. Voilà. Il m'a appelé, il m'a dit, monsieur, bon, oui, mais c'est un SMS, je pourrais même vous montrer après, qui veut dire, les impôts sont tombés sur vous, on me dit que je dois 300 000. Et je dis, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que je t'ai donné des conseils que tu n'as pas appliqués. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Il fallait prévoir cela. il fallait prévoir cela. Donc, tout commence déjà par la prévision. Montez désormais vos business plans en y ajoutant la charge fiscale, c'est très important. Ce qui fera que lorsque l'administration fiscale viendra, c'est quelque chose qui est déjà budgétisé. Voilà.
Mais justement, en mettant la charge fiscale dans un business plan, est-ce que ça ne peut pas amener à freiner quelqu'un qui veut se lancer dans une activité où, par exemple, en termes de charge fiscale, par rapport à ses revenus, il serait amené peut-être à payer, je dis n'importe quoi, 30%, 40% en termes de charge fiscale. C'est-à-dire, le gars, il investit, je donne un exemple, hein. Mhm. Par exemple, on va aller sur le cas de la production. Par exemple, moi, je fais la production Ok, audiovisuelle. J'investis, par exemple, 1000 euros ok, pour produire une émission. ok. Les 1000 euros, je les investis. Ça va me rapporter, par exemple, je dis n'importe quoi, je n'ai pas de partenariats commerciaux, j'ai rien, donc ça me rapporte 500 euros. C'est-à-dire j'ai perdu 500 euros. Ok. Et je dois payer une part fiscale, parce que là, c'est sur mon revenu que je paye justement la charge fiscale. Exactement. Est-ce que ça ne va pas me ralentir? Est-ce qu'un tel modèle économique, est-ce qu'il est viable? Est-ce que ça peut amener à quelqu'un à vouloir s'intéresser à un tel domaine? Mais en fiscalité, on a, on a plusieurs principes, mais il y a deux que j'aime bien. La légalité devant l'impôt et la légalité de l'impôt. Donc, l'impôt est légal et il y a une égalité devant l'impôt. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, dès l'instant que je crée mon entreprise, que j'ai mon, en France, numéro SIRET ou bien en Côte d'Ivoire, mon RCCM ou bien ma déclaration fiscale d'existence, DFE, bah, je suis assujetti à l'impôt. Donc, que je veux planifier cela, mettre cela dans le business plan ou pas, les impôts viendront frapper à ma porte pour dire, monsieur, vous devez payer telle somme et telle somme. On n'y peut rien, c'est la loi. Donc, vaut mieux prévoir cela, anticiper là-dessus. Donc, justement, si on se rend compte que je veux faire un business plan ou quand on intègre la charge fiscale, c'est pas rentable, je suis à l'étape d'idée, on n'a pas encore développé l'entreprise, je change de modèle économique. En faisant quoi? Bah, en réajustant la charge fiscale, en créant par exemple un deuxième produit, ok, ben, ou du coup en comprenant que le projet n'est pas viable. Parce que dans la réalité, les impôts viendront, les 30% de charges fiscales que vous avez dit, bien évidemment, ils vont me demander de payer. Je ne peux pas payer, on fera mon entreprise. Donc, ce qui va faire que quelqu'un qui est dans un tel domaine comme moi, il ne va pas vouloir investir, il ne va pas vouloir entreprendre quelque part. Alors, bon, tout ça c'est théorique parce qu'on n'a pas encore étudié. Non, là, Enfin, non, là, on est dans un cas pratique. oui. Quand je parle de cas pratique, parce que ouais, c'est vrai qu'on va arriver à la viabilité de l'environnement fiscal en Côte d'Ivoire, on va y arriver. Mais je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, des petites entreprises, parce que tu t'intéresses aux startups, de petites startups comme les nôtres, par exemple. Moi, je te dis donner l'exemple tout à l'heure. Mhm, J'arrive en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est vrai que là, on est immatriculé au registre de commerce à Nantes, par exemple. mhm, Mais c'est qu'il y a des charges fiscales aussi ici. Mais je prends le cas de la Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire, par exemple, je vais créer une entreprise de communication, donc avec GV Communication, avec une société d'édition, mhm. et donc par rapport à mon média digital. Et comme j'ai dit tantôt, ce média digital, dans d'abord les frais de production, les frais que j'injecte dans la production, je ne peux même pas les rentabiliser Mhm. et je dois payer des charges fiscales. Lorsque je vois déjà un tel tableau, est-ce que moi, ça va me donner envie de continuer? Là, tu me dis non, dans un premier temps, il faut laisser, alors que c'est ce que je sais faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai quelle autre alternative? D'accord. Donc, on va être clair sur un point. C'est que on n'a pas une pression fiscale aussi énorme en Côte d'Ivoire. Ah, donc ça, c'est bien de caler ça déjà. Et une autre chose, c'est qu'il y a des alternatives telles que l'optimisation fiscale, telles que les avantages fiscaux. Cas pratique, votre entreprise, par exemple, on va pas aller, vu que déjà les charges d'exploitation sont énormes, on va pas aller vers un régime aussi gigantesque. On va pas se mettre en régime du réel normal, par exemple. Non, on va aller vers la taxe d'État de l'entrepreneur, qui a un petit régime qui va avec un chiffre d'affaires, on va dire minimum de 5 millions 1 franc l'année. On est autour en moyenne de 255 000, ou voilà, en termes d'impôts à payer sur le chiffre d'affaires. Donc là, ça va, oui, un peu. Il y a aussi, quand je prends les articles 110, 111 bis, 111 ter du Code général des impôts, on pourra mettre en place des scénarios d'avantages fiscaux pour vous permettre, par exemple, de réduire en toute légalité votre charge fiscale. Par exemple, le crédit d'impôt pour création de nouvel emploi, parce que là où démarrer, vous aurez besoin peut-être, on va dire que pas forcément aller vers des professionnels, mais vous allez aller vers chercher de la petite main-d'œuvre, des stagiaires. Pour un stagiaire recruté, il y a des crédits d'impôt qu'on peut vous octroyer. Et ça, c'est légal, justement. Donc oui, il y a ce genre de mesures-là qu'on peut mettre en place pour vous permettre très rapidement de vous insérer. Voilà, quoi.
Ça, c'est intéressant à savoir. Mais je comprends les mécanismes que tu expliques pour être exonéré d'impôts, Ouais. de sorte à ne pas avoir des charges fiscales les premières ou deuxième année, troisième année peut-être, je ne sais pas combien d'années ça va durer. Mais le truc, c'est que là, l'entreprise dont moi je parle, cette entreprise, c'est une entreprise qui tourne à perte. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bénéfice. Pendant 2 ans, 3 ans, tu investis par exemple en termes de charges de production, tu investis par exemple 1 million par mois, mais chaque fin de mois, tu as 800 000 francs CFA de pertes. Donc à l'année, tu te retrouves avec facilement 800 000, 8 millions de pertes. Donc il n'y a même pas d'avantage quelque part. En quoi est-ce que là, quelque part, tu peux, par rapport à ton tableau, comment tu te positionnes au fait, en gros, sur une telle entreprise? Déjà, l'entreprise n'est pas rentable. Oui. Donc, il faut revoir carrément le business model. Là, on n'est même pas en train de parler de fiscalité. Il faut revoir carrément le business model. Parce que je rappelle, hein, quand vous prenez l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, une entité est à but lucratif. Voilà. Donc, si aujourd'hui, alors, généralement, pour les 3 premières années, on peut tolérer une perte parce qu'on se dit qu'il y a eu des charges d'investissement au départ pour la création et donc qu'on peine à amortir dans le temps. Mais au bout de 3 ans, si l'entreprise fait des pertes cumulées, la loi même dit que cette entreprise-là, à moins qu'il y ait une restructuration, donc augmentation du capital, coût de l'accordéon, augmentation suivie de réduction du capital, à moins qu'on fasse ça, mais ça vaut dissolution. Donc, 3 années de pertes consécutives, automatiquement, il faut dissoudre l'entreprise parce qu'elle est, on va dire, en déphasage direct avec l'objet social qui est le but lucratif. On parle pas, c'est pas une ONG, c'est une entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Donc revoir carrément le business model parce que ça dit que ça ne tient pas la route. Deuxième des choses, il faut savoir que lorsque on réalise une perte, ok, en fiscalité, il n'y a pas forcément pour les petits régimes, il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas d'impôt sur le résultat. Donc là, le petit régime que je vous ai dit, taxe d'État de l'entrepreneur, il n'y a pas d'impôt sur le résultat. Il n'y a pas aussi d'impôt sur le chiffre d'affaires. Tout ça est combiné dans un impôt forfaitaire qu'on appelle la taxe d'État de l'entrepreneur qu'il faut payer. Donc, que vous ayez fait une perte ou pas, pour ce régime, bah, il y a pas de différence. Mais ce qui est intéressant ici, par exemple, dans le modèle que je suis en train de prendre, c'est que ce genre d'entreprise, même s'il y a des pertes, c'est qu'elle gagne comment on appelle ça? Elle gagne en compétences, on va dire, elle monte en valeur marchande au fil des ans. Par exemple, j'ai pris le cas d'un média digital. Le média digital, qui va commencer avec 2 000, 3 000 abonnés. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu vas te retrouver avec 50 000, 200 000, 300 000 abonnés, par exemple. Et bien entendu, l'entreprise prend de la valeur marchande. Est-ce que le fait que cette entreprise prend de la valeur et prend de la proportion et se développe, même si cette entreprise ne fait pas de chiffres, est-ce qu'il faille tout de même dissoudre l'entreprise, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'autant plus que le vecteur premier, c'est de faire du profit? C'est la loi. La loi dit 3 années de pertes consécutives, ça vaut dissolution. Alors, je vous présente un peu un tableau. Mhm. Dans vos états financiers, ça va représenter quoi? Parce que dans vos états financiers, il y a ce qu'on appelle les capitaux propres, qui représentent en gros les fonds injectés en fait par les associés et les actionnaires. Mhm. Et donc, 3 années de pertes consécutives, c'est-à-dire quoi? Résultat négatif, négatif. C'est-à-dire qu'il y a des pertes qui ont été reportées à nouveau. Et donc, vous allez vous retrouver avec des capitaux propres négatifs. Mhm. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait qu'en réalité, financièrement parlant, votre entreprise sera plus bankable. Voilà, parce que vous avez des capitaux propres qui ne sont pas positifs, qui sont négatifs. Parce que dans ce schéma-là, l'entreprise aura des difficultés à avoir, par exemple, du financement. Je crois qu'on va y arriver. Tout à fait. Avoir du financement. Et aussi, il y a pas c'est pas une bonne image que vous présentez. Maintenant, si nous sommes dans un schéma d'une entreprise qui évolue progressivement, il faut aussi dire que en Côte d'Ivoire, par exemple, j'aime prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. On a 3 années de pertes consécutives, c'est ce que la loi dit, mais généralement, c'est toléré. C'est-à-dire quoi? Vous pourriez aller peut-être à 5 ans. Si vous êtes sûr que votre business tient dans le temps, on pourrait aller jusqu'à 5 ans. Et il y a aussi des levées de fonds qui sont possibles. C'est-à-dire quoi? Parce que, et si dans les états financiers, on sent qu'il y a des capteurs propres négatifs, c'est-à-dire quoi? Dans la réalité, on verra aussi qu'il y a vous vous étouffez, c'est-à-dire quoi? L'activité vous étouffe. Donc, bien évidemment, vous allez avoir une nécessité d'aller prendre des fonds étrangers, donc des fonds extérieurs, et donc ça va permettre de pouvoir rétablir l'équilibre financier. Donc, on pourra faire par exemple une augmentation du capital. C'est
c'est possible là, pour pouvoir établir l'équilibre financier. Parfait. Avant d'y arriver, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'on parle de fiscalité, de taxes et autres, est-ce que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est viable? Grosse question. Bah oui, oui, l'environnement des Et affaires. on a un expert qui est là pour ça, donc Ah ouais, c'est l'occasion pour nous de développer toutes ces problématiques de sorte à éclairer ceux qui vont suivre l'interview. effectivement. Oui, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire est viable. Je crois que j'en parlais tout à l'heure dans le TGV. Effectivement, l'environnement des affaires est viable parce que j'ai envie de dire qu'on est dans un pays capitaliste. Donc, c'est dit quoi? Tout est mis en œuvre pour que le développement soit. Maintenant, à toi de pouvoir tirer dans tout ce développement-là, comment dirais-je, des idées, des projets, des best practices pour pouvoir pousser et hisser haut son entreprise. Ouais. Et ces best practices, ce serait lesquelles? J'ai toujours dit, la bonne idée d'abord. OK. La bonne idée parce que on va pas, c'est pas dans tout qu'on entreprend. C'est pas dans tout qu'on entreprend. Donc, la bonne idée. Ensuite, après la bonne idée, ben, la préparation qui va avec. Voilà, parce que la chance, c'est la rencontre entre la préparation et puis, on va dire, l'opportunité. Donc, ça dit quoi? Vous pouvez aujourd'hui avoir une opportunité, vous n'êtes pas préparé, c'est zéro. Vous pouvez être préparé, il n'y a pas d'opportunité, c'est zéro. Donc, la bonne idée. Et je rappelle aussi on va dire, le travail salutaire, par exemple, du gouvernement qui a été fait avec la création, par exemple, du CPC, qui permet aujourd'hui, en un temps record, de créer son entreprise. Et je vous donne une stat, par exemple, je crois que c'était 2023, il y avait plus de 23 000 entreprises créées en Côte d'Ivoire, en une seule année. Donc, vous voyez que c'est parce que l'environnement des affaires aujourd'hui est propice. Ouais. Est-ce que ces entreprises, ces 23 000 entreprises dont tu as parlé, est-ce qu'elles sont toutes rentables? Non, 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 non. Il y a des entreprises fictives, par exemple. Ah, il y a d'autres qui ont créé l'entreprise pour faire des activités temporaires. Il y a des entreprises aussi qui n'ont pas pu tenir dans le temps. Par contre, je peux estimer avec ma petite expérience, peut-être 20% de ces 23 000 entreprises existent toujours actuellement, depuis 2023. Et est-ce que justement, c'est vrai que là, tu as dit, aujourd'hui, quelle est la charge fiscale pour des entreprises qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire? Parce que tu as dit par rapport à l'environnement fiscal, par rapport aux taxes et autres, c'est viable. Et il y a eu des efforts qui sont faits dans ce sens, surtout que pour la création d'une entreprise par le canal du CPC, il n'y a plus trop de tracasseries, il n'y a pas de longues démarches à faire. Mais aujourd'hui, au vu des charges fiscales, Mhm. est-ce que c'est tenable pour des entreprises qui veulent vraiment faire du chiffre ou du profit? On a des régimes d'imposition. OK. Donc, c'est dit quoi? C'est dit qu'on a catégorisé en fait les entreprises fiscalement parlant en fonction de leur taille. Donc, le critère ici, c'est le chiffre d'affaires. Lorsque vous avez un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions, vous êtes dans le régime de l'entrepreneur. OK. Voilà. De 50 millions 1 franc à 200 millions, vous êtes dans le régime de la micro-entreprise. De 200 millions 1 franc jusqu'à 500 millions, vous êtes RSI. Et au-delà, vous êtes RNI. RNI, c'est-à-dire régime normal. Voilà. RSI simplifié d'imposition. Donc, la charge fiscale dépend du régime d'imposition. Comme j'ai dit, et c'est comme ça grimpe. Ça dit quoi? Pour pour le premier régime, j'ai estimé tout à l'heure, en termes d'impôt sur le résultat et aussi d'impôt sur le chiffre d'affaires, on tourne autour de 4% du chiffre d'affaires, 5% du chiffre d'affaires. 4% par exemple, si vous êtes dans le commerce, pour une activité commerciale. 5% pour une activité de service. Et d'ailleurs, on peut bénéficier de 50% de crédit, enfin de réduction de cet impôt-là si on est affilié à un centre de gestion agréé, CGA, ou un cabinet d'expertise comptable reconnu à l'ordre des experts comptables. Lorsqu'on parle de crédit d'impôt, très souvent, ce n'est pas bien clair dans la tête des gens. Si tu peux clarifier là, ce serait quoi? Un Alors, crédit d'impôt? un crédit d'impôt est une réduction d'impôt. Mais quand on dit crédit, ça dit quoi? Une réduction d'impôt temporaire. Je n'importe quoi. Aujourd'hui, le mois prochain, je dois payer un impôt de 20 000. Donc, si j'ai un crédit d'impôt aujourd'hui, c'est de 5 000. C'est-à-dire que l'impôt de 20 000 que j'aurai à payer le mois prochain, je vais pouvoir réduire 5 000. Donc, je vais payer 15 000. Et ce crédit d'impôt, il vient par rapport à quoi? Pourquoi est-ce qu'on l'octroie? Pour alléger la charge fiscale des entreprises. Tout Alors, simplement. pas que, mais aussi pour favoriser.
le développement. C'est une volonté politique, C'est en fait, pour aider. exactement, c'est OK. une volonté politique. Et justement, regardez par exemple, lorsque l'État veut encourager l'emploi des jeunes, on dit, bah, écoutez, aujourd'hui, une entreprise qui prend des stagiaires, on vous donne un crédit d'impôt de 25 000 par stagiaire. Et on vous dit non, on vous donne un minimum 2 stagiaires ou 3 ou 5 en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on met un minimum pour dire, bah, écoute, si vous n'arrivez pas à ce minimum-là, vous ne bénéficiez pas du crédit. Mais si vous arrivez à ce minimum, vous pouvez. Et ça, d'ailleurs, c'est salutaire. En Côte d'Ivoire, on a, pour les personnes en situation de handicap, le crédit d'impôt est doublé par moment. Donc, c'est dit quoi? Aujourd'hui, pour les stagiaires, quand c'est une personne en situation de handicap, le montant est encore plus élevé. Lorsqu'on t'entend parler, moi, ça me réjouit, hein. Ça donne tout de suite envie de se dire, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat parce que par rapport à ce que Serge me dit là, franchement, c'est top. De 1000 francs à 50 millions de francs CFA, je crois, tu as dit, c'est 250 000, je crois, à l'année, un truc comme ça. Non, bon, j'ai envie d'aller sur, ça c'est le minimum, 250 et quelques, c'est le Voilà. minimum, mais j'ai envie d'aller sur 4% du chiffre d'affaires comme ça. Voilà, 4% du chiffre d'affaires. Donc, on s'est dit 4% de 50 millions de francs CFA. On est dans combien? Pour un calcul rapide, j'ai un auditeur, un financier en face de moi, c'est combien là? 4% des 50 millions, on est dans l'ordre de combien? 2 millions. 2 millions. Donc, j'ai 48 millions, mais je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est clair. Mais justement, ça va m'amener à te poser cette question. Qu'est-ce qui pourrait être éventuellement, si tel que les choses sont aussi fluides, qu'est-ce qui pourrait être éventuellement des freins pour une personne qui souhaiterait monter une entreprise en Côte d'Ivoire, par exemple? Premier frein, Mhm. le manque de, alors, je vais mettre ça à plusieurs niveaux. Sur le plan fiscal, financier, le manque, on va dire, d'information. Les entrepreneurs n'ont pas cette culture fiscale-là, donc n'ont même pas l'information fiscale que ça existe. Aujourd'hui, d'autres pensent que j'ai un registre de commerce, j'ai mon entreprise qui est constituée. Bah, il faut faire une déclaration fiscale d'existence. Donc, j'ai pas l'information, ils n'ont même pas l'information qu'il faut aller aux impôts pour aller déclarer son entreprise là-bas aussi. Donc, ce qui fait que lorsqu'après les impôts arrivent, on commence à se dire, bah, en Côte d'Ivoire, c'est difficile d'entreprendre, on ne favorise pas l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc, manque d'information. Sur le manque d'information, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Par exemple, lorsque vous créez une entreprise, vous devez aussi déclarer l'entreprise à l'inspection du travail. C'est obligatoire. Vous devez aussi déclarer l'entreprise si vous avez des expatriés à l'agence emploi jeune. Vous voyez un peu. Donc ça, par exemple, ce sont des informations que les gens n'ont pas. Donc c'est le manque d'informations qui tue, on va dire, et qui pollue l'environnement fiscal ou l'environnement entrepreneurial en Côte d'Ivoire, ou qui donne l'impression qu'il y a une certaine forme de pression. Mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que les gens, comme tu l'as dit, c'est un manque d'information, c'est clair, mais est-ce que confier la création de son entreprise ou bien avoir l'expertise, les conseils en création à une entreprise agréée comme la vôtre ou d'autres personnes, est-ce que c'est pas aussi, c'est pas honoreux pour certaines personnes? Est-ce que ces personnes se disent pas, «Ah, je vais aller voir Serge, peut-être que pour créer mon entreprise, pour les conseils qu'il va me donner, pour faire ceci, cela, ça va me coûter cher». De manière pratique, ça pourrait coûter combien une personne qui viendrait aux nouvelles, qui viendrait à l'information, de sorte à se faire aiguiller dans la mise en place de son entreprise? Très bien. Aujourd'hui, nous, on a des forfaits pour des jeunes entrepreneurs. OK? Donc, j'épargne les frais de création d'entreprise. Je peux aller sur des honoraires de 100 000 francs pour créer une entreprise. Il n'y a pas de problème. Juste 100 000 francs CFA, moi je viens, je te dis, je vais créer mon entreprise. Je te donne 100 000 francs CFA, tu vas faire les démarches, tu vois les CPC, j'ai mon registre de commerce, enfin, j'ai tout et tu me suis. Exactement. 100 000 francs CFA. Alors non, pas le suivi, OK. la création. Ça, c'est la création. À OK. partir de, donc c'est dit que c'est le minimum. Donc bien évidemment, si vous voulez créer une SA, on va pas être sur 100 000 francs. C'est clair. Mais à partir de 100 000 francs, effectivement, pour un petit régime, une SARLU, par exemple, unipersonnelle, donc un seul associé, un seul gérant, ça va. Et après, maintenant, si il doit en avoir, ce serait quoi en termes de rétribution? On peut aller jusqu'à 250 000 francs d'honoraires. D'honoraires par mois ou juste pour la Non, création juste et pour la après, création. de sorte à ce que vous puissiez suivre et faire les états financiers et suivre comment est-ce que ça avance, les déclarations fiscales, tout ça, Pour sur le tous ces suivi, process. pour le suivi, on peut aussi commencer à partir de 50 000 francs pour des petites entreprises et grimper jusqu'à. Alors aujourd'hui, on a des clients autour du million par mois. Parfait. Donc là, on a parlé des freins. Et ce serait quoi les avantages pour une personne qui décide de créer une entreprise en Côte d'Ivoire? Bah, regardez, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Mhm. Il y a un milliardaire. Un milliardaire à Djamé, vous connaissez Djamé, centre des affaires, mais centre des affaires, mais
On dit le centre des affaires, c'est le plateau, mais à Niamey, c'est vraiment le centre des affaires parce que c'est là-bas que le business tourne. Et donc, il y a un milliardaire nigérian à Niamey qui est venu me voir pour dire, écoute, je veux, j'ai besoin de 300 millions. J'ai besoin de 300 millions, mais euh, la banque ne veut pas me financer. Je dis, mais comment? Moi, je sais qu'il est milliardaire. Le monsieur, il a des emails ou quoi, qui valorisés à des milliards. Mais comment est-ce que la banque ne veut pas le financer? Donc, donnez-moi vos chiffres. Il me présente des états financiers négatifs. Ça ne veut rien, non? Alors que l'entreprise tourne. L'entreprise est rentable. Dans la réalité, l'entreprise est rentable. Et donc, le premier problème, c'est que, en fait, ce monsieur-là, il a, je ne sais pas qui a tenu ses comptes, mais ses comptes déforment carrément la réalité. Et donc, il a une entreprise rentable, une entreprise géniale, mais comme la banque ne finance pas sur ce qu'elle entend, mais finance sur l'image financière de votre entreprise que vous présentez. Donc, vous présentez une image d'une entreprise qui n'est pas rentable. Donc, du coup, la banque a réfléchi à plusieurs reprises. Il lui fallu que moi, je retraite ses états financiers, que je corrige tout ça, qu'on fasse des régularisations d'impôts, parce que ça aussi, il faut en parler. Par moment, les gens veulent maquiller leur compte pour payer moins d'impôts. Mais en même temps, derrière, quand tu maquilles tes comptes pour payer moins d'impôts, alors ça dit, il réduit le chiffre d'affaires. Mais après, je ne suis pas bankable. Donc, il faut savoir faire le juste milieu à un moment donné. Donc, moi, on a fait ce qui était normal. Il a payé ses impôts complémentaires et il a obtenu son argent. Voilà, Un cas pratique. cas pratique. Donc, il a fallu ton intervention, tes conseils, ton coaching, de sorte à ce qu'il puisse obtenir, en tout cas, cet accompagnement qu'il Exactement. était en droit d'attendre de sa banque pour pouvoir développer son entreprise. Exactement. C'était ça. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que Mhm. il est bankable dans la réalité, mais il présente une image de lui qui ne permet pas à la banque de le financer. Parce que le suivi au niveau de Exactement. ses déclarations, de son état financier, malheureusement, tout était mal ficelé. Exactement. On va s'intéresser à des domaines qui seraient intéressants dans lesquels on pourrait investir parce que tu as aidé à la création de pas mal de startups. On va arriver à tout cela. Mais aujourd'hui, de manière factuelle, de manière pratique, de manière vraiment pragmatique, quels sont les domaines dans lesquels toi, tu pourrais inviter les gens à vouloir investir, par exemple? J'ai envie de dire l'immobilier. Voilà. Même si moi-même, je n'ai pas encore commencé, mais l'immobilier. L'immobilier parce que, et aussi, tout ce qui est énergie verte. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de, on va dire, alors quand je parle d'énergie verte, je parle de, par exemple, investir dans les bornes de recharge de véhicules électriques, par exemple. C'est quelque chose qui est très prometteur dans tout ce qui est, euh, dans tout ce qui est véhicule électrique aussi. Par exemple, avoir une société de transport essentiellement tenue par des véhicules électriques. Aussi, investir aussi dans le digital, donc l'intelligence artificielle, créer des produits digitaux spécifiques et adaptés pour l'environnement africain. Je pense que c'est quelque chose de très important. Après, il y a l'entrepreneuriat classique dans tout ce qui est business, donc dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, parce qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, on a de bonnes terres. Donc, il faut avoir des bonnes idées pour pouvoir, j'ai envie de dire, développer et voilà, vendre. Voilà. Tu as aidé à monter plus de 50 projets. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oh, Le projet que tu as aidé à monter, c'était dans quel domaine? alors, informatique. Il y a des projets dans la finance, des projets aussi informatiques. Mais un exemple de projet informatique, j'ai créé un logiciel, ok, de gestion des centres optiques. Un logiciel de gestion des centres optiques depuis 2015. Et donc aujourd'hui, on va dire, qui est utilisé par beaucoup de centres optiques. Et dans ce logiciel-là, j'ai fait une innovation. D'ailleurs, j'ai développé moi-même parce que j'ai des compétences en développement d'applications. Ça, c'était une passion. Voilà, Super. aujourd'hui, quand des personnes peut-être verront cette vidéo, ils diront, mais attends, le monsieur, il parle de fiscalité. Effectivement, parce que j'ai eu aussi à enseigner dans le développement On va parler de tes enseignements tout à l'heure. des informaticiens. Ouais. Et voilà. Donc, j'ai développé ce logiciel-là. Et l'innovation que j'ai apportée, c'était au niveau de la taxe, parce que, regardez un peu, quand on prenait des lunettes comme ça, Mhm. OK? Les lunettes, on a la monture et on a le verre qui est à l'intérieur, plus le traitement qui vient en surcouche sur le verre blanc. Quand vous prenez par exemple la monture, ce n'est pas un produit pharmaceutique. Alors que les verres et le traitement, c'est ce qui soigne.
Donc, c'est un produit pharmaceutique. Et en Côte d'Ivoire, c'est exonéré de TVA, par exemple. Et donc, les gens faisaient l'erreur de combiner, en fait, par exemple, si j'achète l'équipement à 300 000, d'appliquer la TVA sur tous les 300 000. Alors que c'était sur la monture seulement, vu que la monture, en fait, n'est pas un produit pharmaceutique. Donc, c'est sur la monture seulement qu'il faut appliquer la TVA. Et donc, j'ai conçu l'un des premiers logiciels, j'ai envie de dire, sans prétention aucune, Bah, vas-y. qui distinguait clairement à la vente, hein, comme à l'achat aussi, le prix du verre blanc, le prix des traitements et aussi le prix de la monture. Et appliquer la TVA sur la monture. Tu as dissocié tous Exactement. ces trois composantes de sorte à ce qu'on sache là où il faut appliquer la TVA et non sur l'ensemble complet. Exactement. OK? Exactement. Et ça, forcément, ça a aidé ceux qui sont dans le corps médical, les ophtalmologues, ceux qui sont... ça les a aidés Alors, les forcément. opticiens. Les opticiens plutôt, OK. Effectivement. Et j'ai écrit mon mémoire de master là-dessus. Optimisation du système de gestion des centres optiques. Voilà. Optimisation du système de gestion des centres optiques. Et j'ai apporté quand même j'ai développé tout ça. Au-delà de ça, ils perdaient de l'argent sans le savoir. Donc ça, c'était une preuve. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était pratique. Quand on a mis ça en application, ils ont vu qu'il y a de la trésor qui rentrait, ainsi de suite. Voilà, c'était vraiment... C'est-à-dire que d'avoir réfléchi sur la problématique, tu as proposé des solutions à travers comment on appelle ça, cette appli que tu as développée et ce logiciel. Wow. Et regardez, c'est ça marie entre mes deux compétences, informatique, fiscalité. Ouais. En tout cas, une compétence transverse très complémentaire. Ouais, Et ça, c'est à saluer. Vu qu'on parle justement de compétences transverses, on va revenir dans le domaine des activités, de tout ce qui est investissement. Qu'est-ce que toi, tu dirais de la diversification d'activités en termes d'investissement? Alors, c'est bien, mais pas dans un début. C'est bien, mais pas dans un début. OK. Parce que dans l'entrepreneuriat, dans un premier temps, il y a plusieurs volets. Moi, après, je suis physicien, peut-être on aura l'occasion de parler un peu. Voilà, mais c'est très important aussi en entrepreneuriat. Il faut savoir il faudrait qu'on puisse vous identifier en tant qu'entrepreneur sur un projet spécifique. Je prends le cas d'Elon Musk. Il fait un peu de tout. Quand on voit Elon Musk, on voit Tesla. C'est ça. Et pourtant, il y a eu... Voilà, et pourtant, il y a SpaceX, ainsi de suite. On voit Tesla rapidement. Et donc, il faudrait que la première idée, qui généralement est l'idée de base, soit, on va dire, ait une certaine maturité avant de faire une diversification. Là, je suis en train de parler à des jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas en train de parler à un magnat qui a beaucoup d'argent, qui aujourd'hui veut se lancer, qui lui peut aller sur plusieurs champs à la fois. Je parle aux jeunes, voilà, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faudrait lancer une idée, une première, qui va mûrir et qui va se développer au fur et à mesure et qui va permettre de pouvoir lancer d'autres idées. Je vous donne un exemple. Métaphysiquement, on se dira que j'ai la possibilité de lancer plusieurs entreprises à la fois. Pourquoi aller sur une seule? C'est une perte de temps. Ce qu'on oublie, c'est que si aujourd'hui je lance un projet A et que je prends 3 ans, 4 ans, le projet A gagne une certaine maturité, quand je vais lancer le projet B bénéficie, de mon expérience que j'ai eue dans le projet A. Donc, il y a certaines erreurs que j'ai pu reprendre parce que là, j'ai de l'expérience. Donc, on va dire, le projet B ne vient pas de démarrer en fait. Le projet B démarre avec 4 ans d'expérience acquise du projet A. Voilà. Donc, par moment, on pense que lancer tout en même temps, et lancer un, et après, les autres vont venir progressivement. On pense que c'est une perte de temps, alors qu'en fait, c'est un gain. C'est clair. Parce qu'il y a des entreprises qui viennent profitent de la maturité de la première. Et ces conseils que tu es en train de donner vont dans la droite ligne de ma prochaine question. Okay. Dans la plupart de tes formations pour entrepreneurs, par exemple, sur quoi tu insistes très souvent? Généralement, moi, c'est sur l'idée. OK. Voilà. Donc, je reviens, vous voyez que ça revient à chaque fois. C'est ça, c'est la base. La base. Ensuite, l'organisation. L'organisation, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui ne sont pas organisés, mais du tout. C'est-à-dire que tu lui demandes, par exemple, son EBITDA, bon, donc on dira EBE en français, tu lui demandes, par exemple, même son chiffre d'affaires mensuel, il ne peut pas te donner. Donc, on n'est pas organisé. Si on n'a pas de chiffres, si vous-même, vous n'avez pas de chiffres, comment vous voulez que la banque vous finance? La banque, ce n'est pas la charité, la banque ne travaille pas pour la mairie. Okay? La banque finance une entreprise structurée. Et généralement, par exemple,
Aujourd'hui, l'État va lancer en place un projet de soutien des jeunes. Ben, on va vous dire, venez avec vos chiffres. Regardez les jeux concours que les réseaux ou bien les chaînes organisent. Ben, on dira, donnez-nous votre chiffre d'affaires de telle année à telle année, donnez-nous le nombre d'employés, donnez-nous tel élément. Donc, quand on n'est pas structuré, en fait, c'est l'une des grosses erreurs. Bonne idée, bien structurer son idée et puis être organisé. C'est ça, ouais, on voit avec les incubateurs qu'on voit dans les émissions de télé, Exactement. tout ça fait, ouais. Exactement. Et ils parlent de ça un peu pour connaître un peu l'historique un peu comptable de l'entreprise, comment est-ce que l'entreprise a pu se développer pour arriver à ce niveau et aujourd'hui pouvoir solliciter d'autres fonds pour pouvoir avancer. Et parlant de fonds, c'est une problématique qui fait beaucoup de débat. Il y a des entreprises qui te montrent de manière informelle, moi je dis ça comme ça, sans capital au départ. Et ça devient des capitaux, on va dire, participatifs au fur et à mesure. C'est-à-dire, moi je me lance, je n'ai pas un capital de base, je n'ai pas par exemple 1 million de francs CFA qu'il faille pour lancer mon entreprise, mais je me dis, ok, je vais le faire et au fur et à mesure, lorsque je vais générer peut-être des revenus, je vais pouvoir constituer mon capital. Par contre, une personne qui dira, OK, moi, je dois monter mon entreprise de manière formelle avec un capital de base de 10 millions ou 5 millions ou 2 millions qui vont me permettre, en termes de frais de production, de ceci, cela, gérer ceci ou cela. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour les deux? Une personne qui se lance avec un capital participatif, donc pas de capital au départ, ou tu lui dirais non, ne t'engage pas dans cette issue, ou constitue ton capital. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à Très bien. ces deux variantes? Très bien. Déjà, très belle question parce que ça ouvre une large, comment dirais-je, possibilité de compréhension pour ceux qui suivent. C'est que le capital, par moment, on a comme l'impression que c'est un frein au départ à la création de la société. OK? Effectivement, quand vous prenez l'environnement OHADA, OK, on a, dans le droit des sociétés, on a un capital minimum à exiger, par exemple, les SA, qui est de 10 millions. Donc aujourd'hui, je vais créer une SA, je suis jeune, je vais créer une SA, je n'ai pas 10 millions, ce n'est pas possible. Pour les SARL, c'est 1 million. OK? Mais encore sur les 1 million et les 10 millions, ce que beaucoup oublient, et ça, les entrepreneurs ne savent pas parce qu'ils ne sont pas financiers. Moi, j'ai la chance, j'ai envie de dire comme ça, d'être entrepreneur, financier à la base. Ouais, un peu. Ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle la possibilité de libération fractionnée du capital à hauteur de 25% minimum. Donc, 1K, 1K, 1K pour un total de 4K. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux créer une SARL, comme il dit que le capital minimum, c'est 1 million, si j'ai 250 000, c'est possible. C'est possible. Encore, on a d'autres formes de sociétés où il n'y a pas de capital minimum exigé. La SAS, par exemple, Société par action simplifiée. Vous voyez un peu. Voilà. Donc ça, ce sont des modalités que l'acte uniforme offre pour pouvoir pour ne pas que la nécessité de fonds au départ soit un frein au développement ou à la création d'entreprise. Donc, les deux sont possibles. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lancer, il n'a pas de capital, Ouais. il se lance et puis au fur et à mesure, il essaie de constituer son capital, c'est ça? Exactement. Mais en ce moment, il va aller sur la forme adéquate qui lui permet de faire ça. C'est-à-dire? SAS, Non, Société par action simplifiée. oui, outre la forme de l'entreprise, outre la forme juridique, je veux dire, s'il n'est même pas dans ce genre de forme juridique, SAS, Société à Action Simplifiée et autres, qui n'a même pas encore légalement constitué la chose, est-ce qu'il peut pouvoir tout de même se lancer sans capital, sans cette forme juridique? Ce que je dis, c'est vraiment, on est vraiment dans l'informel de chez l'informel, au fait. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les sociétés individuelles. Ouais, un peu. Donc aujourd'hui, c'est une forme juridique de société où la personnalité morale de l'entreprise, donc de l'entité, est confondue à la personnalité physique, en fait, du porteur du projet. Tout à fait. Ouais, un peu. Donc, on peut aller là-dessus. Il n'y a même pas de statut. Pour cette forme de société, il n'y a pas de statut. Donc, qui dit il n'y a pas de statut dit qu'il n'y a pas de capital. Tout à fait. Voilà, donc, je peux créer une société de personnes et puis voilà. Et tu Une te lances. société individuelle et puis voilà, je me lance. Avant de s'intéresser à ton parcours, à tes formations, aux livres que tu as écrits, quels sont les exemples de réussite dont tu es fier justement par rapport à ton expertise? Tu as apporté ton expertise à certains entrepreneurs. OK. Forcément que tu as coaché, aujourd'hui tu es en pliant sur rue, tu as réussi. Ah, OK. Quels sont des exemples de réussite dont toi tu es fier, par exemple, Ah, dans d'accord. ce cas-là? Il y a ACK Group, par exemple. Voilà. Voilà merci. Là, on est dans des cas concrets. OK. Merci. Ouais, OK. je peux donner le nom. Vas-y, vas-y. ACK Group qui aujourd'hui, qui fait dans tout ce qui est résidence meublée et d'ailleurs que j'ai encouragé à créer son entreprise. C'est un de mes étudiants. Et donc, vous allez voir qu'il il a démarré, par exemple, de manière purement informelle.
Mais quand je dis informel, c'est-à-dire qu'il n'a pas formalisé son entreprise, mais il payait des taxes à la mairie, tout ça. Et je lui ai dit, ben, écoute, tu peux créer ton entreprise. Parce que toi, aujourd'hui, tu peux te mettre sur Booking, je ne sais pas si je peux citer. Oui, vas-y. Tu peux te mettre sur Booking Mhm. et recevoir, par exemple, des gens de l'étranger. On va te demander des informations que tu dois avoir. Et quand il a formalisé son entreprise, je vous assure qu'il a écouté mes conseils, il s'est mis sur Booking. Il commence à recevoir des clients des grandes institutions. Voilà. Et Parce qu'on voit que c'est une entreprise qui est légalement constituée avec un bon il peut référencement. facturer, par exemple. Tout à fait. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi un deuxième exemple qui est CFICI Formation. CFICI Formation qui est tenu par un des étudiants aussi qu'il y a eu à former, que j'ai coaché, Yaki Benou, qui est, lui, honnêtement, il veut faire comme moi. Il veut tout faire comme moi. Il dit, monsieur, je vous aime tellement. Lui aussi, il a écrit des livres tout jeune. Je l'ai d'ailleurs même encouragé à aider à publier son premier livre. Voilà. Et Lui, il a quel âge? Yaki Benou doit être autour de quoi, 21 ans, 22 ans. Wow. Ouais, effectivement. C'est le plus jeune d'ailleurs, chef d'entreprise que je coach. 21 ans, 22 ans. Et il a l'un des plus grands cabinets de formation en Côte d'Ivoire. Quand je dis CFICI Formation, les gens savent de quoi je parle. Ça, c'est une belle fierté. Moi, je suis tellement content qu'on puisse parler de ces fiertés. Ouais. Parce que savoir que toi, déjà, à la trentaine à peine entamée, tu as formé des jeunes comme ça aussi qui sont des exemples de réussite et de fierté. Ça, c'est le genre d'exemple assez éloquent que moi, j'ai envie de voir sur un plateau. Et ça, franchement, là-dessus, tu peux encore en donner d'autres exemples, s'il te plaît. Oh, effectivement. Et pour la petite anecdote, Yaki Benou de CFICI Formation, il m'invite par mois à donner des formations dans son organisation. Donc, vous voyez, c'est voilà. D'autres exemples, il y a aussi Madame l'opticienne. Alors, Madame l'opticienne, je ne l'ai pas formée comme ça, mais elle a bénéficié, par exemple, de certains coachings elle utilise d'ailleurs mon application. Donc, elle a bénéficié de certains coachings qu'il y a eu à faire depuis le départ. Et il y a aussi, elle, par exemple, c'est une jeune dame. C'est important aussi de parler des femmes dans l'entrepreneuriat, parce que d'autres pensent que c'est plus limité aux hommes. Non, il y a des femmes qui sont entrepreneurs, qui commencent jeunes. Et tout cela sont des personnes qui sont très jeunes, hein, qui commencent jeunes, qui développent leur entreprise. Et voilà. 28 ouvrages à ton actif. 28. Ouais. Tes livres parlent essentiellement de quoi? Essentiellement de finance, de comptabilité, de fiscalité. Essentiellement. Le tout premier que tu as écrit, il était intitulé comment? Il traitait de il parlait de quoi spécifiquement, si tu dois résumer? Parce que je n'ai pas les ouvrages sur le plateau, malheureusement. Donc, on va essayer quand même de parler de certains de ces ouvrages et les thèmes que tu traites dans ces ouvrages avec quelques titres. Le MEDOC. Le Ok. MEDOC, c'est le tout premier livre que j'ai créé. Mhm. Et le MEDOC, il est en 17. C'est-à-dire qu'il est en 17, j'ai envie de dire tomes. OK. Voilà. Parce que le MEDOC, il traite de la comptabilité. C'est un livre, exercice et corrigé. Voilà. Qui donne des exercices depuis le bac G2 jusqu'au master en comptabilité. Donc, on a le MEDOC bac G2, on a le MEDOC BT, comptabilité, on a le MEDOC BTS première année, que j'ai appelé MEDOC initiation. On a aussi le MEDOC BTS deuxième année et il y a le MEDOC post-BTS. Et tout cela décliné en exercices et corrigé. Et tous ces ouvrages sont à l'endroit des étudiants, on va dire des élèves qui font des études en comptabilité, c'est ça? Exactement, ça, spécialement, c'est destiné aux étudiants. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui présentent le concours de la CNPS qui l'utilisent. Et ça m'a fait plaisir quand la dernière fois, parce que je forme aussi les agents de la CNPS, ça m'a fait plaisir quand je faisais une formation des agents de la CNPS à l'hôtel Tiama au Plateau, où il y a un dedans qui m'a dit, il a venu me voir après, qui me dit, ah monsieur, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais j'ai utilisé votre livre, le MEDOC, et j'ai eu mon concours. Aujourd'hui, vous êtes là, vous me formez. Je suis très content. Il a donné son témoignage dans la salle, tout le monde était content. Moi, chacun en son temps, j'ai plus de bons souvenirs parce que j'ai des amis qui sont quand même devenus, qui sont comptables. À part Armel Apès, qui est auditeur financier, et à Sani Honoré. Et je sais qu'en son temps, à Pigier, là, je te parle des années 2000, ils avaient une Bible de la comptabilité. Je ne sais pas c'était lequel. Si tu as dû le connaître un peu, c'est l'ancêtre. Si tu dis le nom, je vais savoir c'est quoi. Doumbia. Quoi ça? Doumbia, ça a dit quelque chose? Je sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit Doumbia. Peut-être c'est un autre. Ah, Bon, bon, voilà, je n'ai c'est un autre ou parce que BTS rouge.
Non, c'est un autre ouvrage de comptabilité. Je te parle des années 2000, hein. Je te parle vraiment des années 2000. Ceux qui ont fait la comptabilité, qui avaient cet ouvrage comme Bible, ils pourront peut-être mettre en commentaire, ça pourra rafraîchir. Parce qu'entre-temps, forcément, il y a eu de nouveaux manuels. Vu comment est-ce que toi, tu as réfléchi sur cette thématique-là et sorti tous ces ouvrages, au total 28, et développé tous ces thèmes. Et justement, tu disais tout à l'heure, ce sont les différents tomes qui font les 28 ou c'est chaque ouvrage avec des thématiques Non, ça, précises. ça, c'est le Médoc. Ah, c'est le Médoc qui est Voilà, en le 17 Médoc de tomes. 17, exactement. Donc, le Médoc, c'est combien de pages pour le tome 1? Alors, on ne cite pas comme ça. OK. Médoc, C'était Médoc, 6 quoi, je crois, le truc. ouais. 6 quoi, système de Ok. comptabilité. Système comptable ouest africain. Merci. Et un petit truc comme ça, rouge, un petit bordereau rouge en Ouais, son temps. plan des comptes. Voilà, il y avait ça, et Comptable. puis il y avait un autre document aussi, 6 quoi là. Ça, c'est les Ok, docs. voilà. Ouais, c'est venu vite fait. Moi, j'ai pas fait des Oui, comptables, mais je sais que j'ai c'est certains ça. amis, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas mon truc, Ouais. mais j'aime bien comprendre un peu toutes les thématiques dans ce sens. Donc, Médoc, bac G2, on a l'exercice et le corrigé. OK. Médoc BT, on a aussi l'exercice et les corrigés, parce que par moment, les corrigés ne tiennent pas en un seul document de 400 pages, par exemple, pas de gros documents. Donc, il faut faire deux. Corriger tome 1, corriger tome 2. Donc, 400 pages, 400 pages. On a aussi Médoc BTS, où on a l'exercice. On a corrigé tome 1, corrigé tome 2. Ouais, un peu. Voilà. Donc, ça, c'est le Médoc. J'ai aussi écrit l'antidoc, parce que le Médoc, c'était purement exercice corrigé. L'antidoc, c'est plus résumé, simplifié des cours. Et j'ai écrit dans l'antidoc quelque chose que je suis un peu fier de ça, j'ai bien aimé. Mais c'est bien de partager avec nous d'ailleurs. Le code général caissier. Mhm. Voilà. Le code général caissier, c'était quoi? C'est quoi? C'est plus de 800 articles que j'ai écrits dans le Ça porte ton nom, le code général caissier. CGK, ouais. Que OK. j'ai écrit dans le Médoc, plus de 800 articles. En gros, vu que c'est un résumé de cours, mon objectif, parce que moi, quand j'étais étudiant, j'ai traité le maximum d'exercices possibles. À un niveau où, quand tu commences à lire les premières phrases de l'exercice, je te donne la référence rapide. Donc, quand je dis plus, on a plus de 1000 exercices traités. Donc, c'est beaucoup d'expérience dans ces exercices-là que j'ai découvert. Et donc, du coup, j'ai écrit le code général, qui c'est les 800 articles, pour donner les pièges courants dans les sujets. Ouais, un peu. Par exemple, article 3, je dis n'importe quoi. Lorsqu'on vous donne un exercice portant sur les emballages, si vous voyez tel élément, alors. Ouais, un peu. Ouais. Donc, ça, c'était l'antidoc. J'ai écrit aussi Le secret des numéros de compte, qui est mon best-seller. Le secret des numéros de compte. Alors, lui, c'est purement, c'est pour les professionnels. Voilà. C'est pour apprendre, parce que là, vous avez parlé du plan comptable 6 quadra, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de comptes. Et donc, les comptables, par moment, ont des difficultés de comprendre ces comptes-là, parce que c'est l'essence de la comptabilité. Que la comptabilité, c'est aussi ça. C'est de passer les écritures, donc de codifier les opérations que réalise une entité. Et donc, dans cet ouvrage-là, j'ai réexpliqué tous les comptes de A à Z. Il y a tellement de choses à développer avec toi, surtout dans le domaine des finances. Je reçois Kessé Anessé Pacom, il est expert fiscaliste, consultant comptable et financier. Et en tout cas, je prends plaisir à faire cet échange. Et si on doit résumer toi, ton parcours, c'est vrai que tout à l'heure dans ta présentation, j'ai parlé, mais vu toutes les expertises que tu as développées et vu comment tu en parles, euh, on se serait retrouvé en face d'un génie, hein, je le dis sincèrement. Je sais que toute modestie mise à part, mais j'ai beaucoup de respect pour tes capacités intellectuelles, ça je le dis. Si tu dois, toi, succinctement parler de ton parcours, tu dirais quoi? Euh, je dirais que, alors, parler de mon parcours, mais Ouais, parcours scolaire, tu as eu un bac scientifique, tu as eu un bac technique, comment tu as fait tes études avant de faire, en tout cas, les grandes articulations d'accord. avant d'avoir toutes ces expertises et pouvoir aujourd'hui les faire bénéficier aux personnes qui sont dans le domaine financier et comptable. J'ai eu un bac D à l'intérieur du pays, hein, dans la ville d'Ara, OK. je peux le dire aujourd'hui. Et donc, après, je viens à Abidjan. Je fais un parcours BTS, finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Donc, après, je vais faire une licence en finance, audit et contrôle de gestion, un master en finance, audit et contrôle de gestion également. Et après, une certification internationale accréditée par l'État indien sur Entrepreneurship, Creating Startup, Successful Startup. Donc, entrepreneuriat, création et développement de startup. Voilà.
C'est la soif d'apprendre qui t'a permis d'approfondir un peu toutes ces qualités, toutes ces expertises dans le domaine des finances et de la comptabilité. C'est la soif d'apprendre ou c'est quoi, au fait? C'est la soif d'apprendre exactement. Parce que moi, je suis un peu perfectionniste. Donc, pour rappel, le médoc, je l'écrivais quand j'étais étudiant. Pour mes amis étudiants qui suivent la vidéo, ils peuvent laisser un commentaire et vous verrez. Je l'écrivais quand j'étais étudiant et j'avais pas d'ordinateur. Il faut le dire. J'avais pas d'ordinateur. Alors que j'écris, comment j'écris un livre si j'ai pas d'ordinateur? Je me rappelle autant, j'ai oublié cette marque de téléphone là, une marque française là. Bref, j'avais ça. Et donc, c'était un téléphone où il y avait des touches un peu comme un BlackBerry, mais c'est pas BlackBerry, mais il y avait des touches. Donc, on avait la possibilité d'enregistrer en brouillon ce qu'on saisissait. Donc, je saisissais, j'enregistrais en brouillon, j'envoyais le message à mes amis, je récupérais. Pour ceux qui avaient des ordinateurs, je mettais, comment dirais sur Word pour pouvoir travailler. Et après, il y a eu les Android, donc on a commencé à avoir les Office sur téléphone. Donc, ça m'a permis de développer un peu. Et par moment, j'ai des amis, si vous prenez mes livres, vous allez voir que dans l'exercice, j'ai des amis qui se sont permis de s'auto-dédicacer. La société Oriole, la société Léonce. Pourquoi? Parce que ce sont des amis qui avaient des ordinateurs à qui j'écrivais les sujets et que je les envoyais pour saisir pour moi. Donc, ils enlevaient mon nom caissé, ils mettaient leur nom. Et j'ai laissé comme ça parce que je me suis dit, bah écoute, c'est leur part d'histoire dans les livres que j'ai eu à écrire. Pour terminer rapidement, tout à l'heure, je t'ai demandé le tuto pour gagner de l'argent. Là, on est dans la gestion maintenant. Tu m'as dit, pour gagner de l'argent, il faut avoir une idée. Mais le tuto pour devenir riche, là, on est dans la gestion. Ce serait quoi le secret? Si on doit retenir quelque chose, c'est quoi le secret pour devenir riche? Pour un financier, un comptable, un expert en audit, enfin, avec toutes les qualificatifs que tu as, c'est quoi le secret pour devenir riche? Développer son patrimoine intellectuel, patrimoine, on va dire, je vais donner un petit schéma. OK? Aujourd'hui, par exemple, je veux lever 3 milliards auprès d'une banque. La banque va regarder si je suis crédible. Et donc, la banque regarde zéro investissement. La banque regarde, il n'a rien développé. La banque regarde, il n'a rien qu'on peut, même si je me projette dans 10 ans, qui peut porter des fruits. Donc, ça, c'est un problème. Donc, du coup, le secret pour devenir riche, c'est de se dire, le temps, c'est de l'argent. Time is money. Donc, c'est dit quoi? Moi, aujourd'hui, je me dis, il faudrait que chaque une seconde qui passe, je la rentabilise. OK? Donc, celui qui sait gérer le temps, qui maîtrise bien le temps, bien évidemment, comme le temps, c'est de l'argent, il sera riche. Donc, il faudrait que chaque seconde soit réorientée dans son objectif de vie. La même question, on me l'a déjà posée autrement par un de mes étudiants qui me disait, mais monsieur, comment on fait tout bien, comment je fais pour tout maîtriser? J'ai dit, une journée, c'est 24 heures. Donc, on n'a que 24 heures. Parce que pour un perfectionniste, pour quelqu'un qui, voilà, il sait que c'est insuffisant. Et donc, comme on n'a que 24 heures, fais l'exercice. Dans les 24 heures, j'ai utilisé par exemple 50% de mon temps pour dormir ou 40% de mon temps pour dormir. Donc, le pourcentage de mon temps que j'affecte à mon projet de vie, si c'est pas élevé, bien évidemment, ça ne marche pas. Donc, il faudrait revoir cela. Je me rappelle au départ, quand je faisais mes théories, il faut le dire dans ma bio, ouais, il y a beaucoup de théories que j'ai eu à développer. Je me disais que il y a une théorie que j'appelais la théorie du sommeil. OK? La théorie du sommeil, c'est quoi? C'est que rapidement, on peut calculer l'âge réel de quelqu'un par rapport au nombre d'heures qu'il dort par jour. OK? Et c'est prouvé scientifiquement. Ça n'est pas, c'est vrai, le sommeil, c'est important, tout ça, mais pour un entrepreneur, ben, il faut charbonner. Et donc, si on peut diminuer légèrement son temps de sommeil, pour que le pourcentage de notre temps, vu que le temps, c'est de l'argent, qu'on accorde à avoir de l'argent, représente quand même une grande partie. C'est un peu métaphysique. Donc, pour ceux qui Tout à ne fait. sont pas, voilà, C'est ce que j'allais te dire. pas comprendre. Alors que moi, j'aime les choses concrètes. C'est-à-dire, là, tu as donné des choses plus ou moins métaphysiques, mais chacun saura comment démêler un peu les différents nœuds. Exactement. Le truc, c'est de savoir aujourd'hui, quand je dis devenir riche, par exemple, tu entreprends. Là, moi, je parlais de la gestion. OK. Tu as pu entreprendre, peut-être tu arrives à faire aujourd'hui, à avoir une petite épargne de 5 millions. Voilà. Dans la gestion de cet argent, comment est-ce que tu fais maintenant pour vraiment aller vers la richesse? Comment tu fais maintenant pour t'en sortir financièrement, D'accord. véritablement? Donc, tout à l'heure, on a parlé de soi-même, C'est ça. parce que j'avais parlé de développer son patrimoine. Donc, Mm. là, on a parlé de patrimoine intellectuel, donc propre. Ensuite,
moi, je peux par exemple acheter 5 millions, on peut acheter un terrain, ok? Il y a des terrains dans des zones un peu reculées ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le terrain, il gagne de la valeur. Mhm. Aujourd'hui, j'ai pris mon exemple de je vais lever 3 milliards, qu'est-ce que je fais? Ben, si je n'ai rien, c'est pas possible. Mais figurez-vous que je commence avec l'investissement dans un terrain de 500 000, qui peut-être dans 2 ans prend de la valeur et valorisé à 2 millions. Donc là, j'ai un terrain de 500 000. S'il y avait un banquier et que j'ai besoin de, je vous assure, quelqu'un qui a un terrain de 500 000, qui a tous les papiers en son nom, je peux l'aider à lever 2 millions. C'est pas impossible. On met le terrain en hypothèque et on me donne 2 millions. Et quand on me donne 2 millions, ben, j'achète un autre terrain. Et quand j'achète un autre terrain, qu'est-ce qui va se passer? Ma capacité financière commence Comment ça t'enrichit, voilà. et progressivement et on arrivera un jour où je vais pouvoir lever 3 milliards. Vous voyez? Aujourd'hui, vous voyez à Abidjan, en zone 4, les immeubles qui poussent. Ben, comment ça fonctionne? C'est le gars, il a développé son patrimoine et donc rapidement, il va voir les banques. Les banques sont prêtes à financer quelqu'un qui est rentable. Regardez, j'avais un jour un projet, j'avais besoin de 59 millions. Je vais voir ma banquière, j'ai dit: «J'ai besoin de 59 millions.» Elle me dit: «Envoie-moi 59 millions de garantie.» Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle a besoin de 50, elle a besoin que je lui donne 59 millions pour être sûr, pour pouvoir me donner 59 millions. 100%. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, les banques, c'est vrai, il y a des modèles beaucoup plus flexibles, mais les banques veulent financer quelqu'un qui est, on va dire, Qui a de l'épargne. qui a de l'épargne, mais pas forcément de l'épargne en termes d'argent, mais aussi qui a des biens. Et Évaluer un peu en fonction de la forme j'ai un sollicitée. terrain de 500 000, je peux lever 2 millions. Vu que tu as parlé des immeubles qui poussent là, justement, ça fait aussi débat avec, on parle aussi de blanchiment. Ouais, Forcément, tu as un mot là-dessus? j'ai un mot là-dessus. Ouais, vas-y. J'ai un mot là-dessus, c'est de dire que aujourd'hui, l'État ivoirien fait un travail colossal. Pour ceux qui sont fiscalistes qui me suivent, ou les comptables, ou même les chefs d'entreprise, il y a ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif, la déclaration du bénéficiaire effectif. Donc, c'est quelque chose de nouveau, enfin, même pas nouveau, mais qui était ancien, mais qui a été réactualisé, que l'État ivoirien a mis en place pour essayer de limiter exactement le blanchiment d'argent. Donc, ça, c'est un. Et de deux, j'ai envie de dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à Comme faire. quoi, par exemple, toi, tu peux donner quelques idées. Vu Si, qu'on y est. si je dois donner mes idées Quelques idées. au ministère ou bien à l'État, je dirais par exemple, je donne un exemple, une voie d'évasion. Ok. Aujourd'hui, l'enregistrement des comptes courants associés, quand aujourd'hui je veux enregistrer un compte courant associé, on ne m'exige pas à ce que euh, le versement soit bancaire. Donc, même quand le versement est en espèces, ça passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai 50 millions enfin 50 millions pour enregistrer mon compte courant associé en espèces, ça passe. D'où ça provient, tout ça. Donc, moi, aujourd'hui, s'il y a un conseil que je peux donner ou bien une idée que je peux donner au gouvernement, c'est d'exiger à ce que l'enregistrement des comptes courants associés soit fait et le versement soit fait par banque, C'est-à-dire. pas en espèces. Suivez mon regard, en tout cas. Ah ouais. En tout cas, ça donne matière à réflexion. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on devait pouvoir retenir de tout ce dont on a parlé le temps de cette interview? Il y a eu tellement de belles choses qui ont été dites. Qu'est-ce qu'on devait Exactement. pouvoir retenir? D'abord, pour les entrepreneurs, donc il faut soigner son idée, il faut avoir une bonne idée. OK? Ensuite, après l'idée, bah, il faut s'organiser. Donc, il faut être structuré. Et c'est vrai, c'est pas tendance en Afrique, la structuration, l'organisation, mais c'est quelque chose de très important si on vise, enfin, on veut aller loin, ainsi de suite. Et une fois qu'on a la bonne idée, il faut aussi s'entourer de professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment développé en Afrique. On se dit, bah, écoute, est-ce qu'on a besoin de s'entourer de professionnels ou quoi que ce soit? Mais en fonction du style d'entrepreneur qu'on veut être. Parce que moi, aujourd'hui, je parle d'entrepreneur qui veut lever plus tard des milliards ou qui veulent être valorisés à des milliards, qui veulent s'exporter, qui veulent s'internaliser. Et donc, pour ça, il faut être structuré à la base. Donc ça, c'était sur le plan pour les entrepreneurs. Ensuite, bah, pour les professionnels qui me suivent, il faut aussi savoir que en comptabilité, en fiscalité, comme c'est une profession
intellectuelle. Donc, il faut quand même se faire former. Si on pense qu'on n'est pas à la hauteur, il faut aussi lire des livres, c'est très important. Notamment, d'ailleurs, c'est une avant-première. Je profite de votre antenne. Je pense que vous allez aimer aussi parce que c'est aussi ça l'objectif. C'est une avant-première. En janvier, je sors un livre sur la fiscalité immobilière en Côte d'Ivoire. Une fois que tu sors cet ouvrage, si tu reviens en France, ce serait intéressant qu'on fasse une interview, hein. Avec l'ouvrage, on en parlera. Ah ouais. Voilà, tu nous donnes l'info, mais je souhaiterais que tu viennes avec certains de ces ouvrages, surtout celui-là qui va sortir en janvier. Là, je sais que vous êtes venu pour quelques jours, toi et ton pote, et Landry. Mais si tu dois être là en janvier, en tout cas, n'hésite pas, le plateau d'Actu People est ouvert pour en parler en leur en large. Il n'y a pas de souci. OK. Tu terminais là-dessus? Vas-y. Oui, sur le livre, voilà. Et donc, merci aussi à vous parce que j'aimais le cadre et le professionnalisme également. Également aussi à Landry Mindé, jeune, euh, plus jeune d'ailleurs, je le dis comme ça, hein, fondateur d'Université Grande École de Côte d'Ivoire avec EEM et aussi UPES, voilà, qui est aussi un partenaire de Caspi Corporation, qui est mon cabinet d'expertise fiscale et aussi d'études. C'est ce que j'allais dire, justement. Le patron de Caspi Corporation, KC Anessège, comme expert fiscaliste, consultant comptable et financier, était l'invité d'ActuPeople.net. Je voudrais te dire merci de nous avoir éclairé sur toutes ces thématiques inhérentes aux finances, à la comptabilité, à la gestion. Pour devenir riche, il n'y a pas deux, trois solutions. Il faut se rapprocher des cabinets dédiés à cet égard pour être accompagné, pour être formé. Et ça vous permettra en tout cas d'exceller dans vos différents domaines et surtout faire du bénéfice. C'est ce à quoi vous exhorte en tout cas notre invité du jour, Anessège Pakam. Ça a été un plaisir pour moi de conduire cette interview. On vous donne rendez-vous pour recevoir encore des jeunes qui en veulent, des jeunes qui, malgré l'âge, en tout cas, comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'a pas en point le nombre d'années. Parce que là, aujourd'hui, on voit des jeunes, il a parlé du jeune qui a 21 ans, un patron d'un cabinet qui donne des formations. On a eu Landry Mindé qui est fondateur à son jeune âge. Ils sont dans la trentaine et la Côte d'Ivoire aujourd'hui pullule de ce genre de compétences. C'est à saluer, c'est dire la vitalité qu'ils apportent à la société ivoirienne et je voudrais vraiment, voilà, chapeau bas à tous ces jeunes. Ces émissions sont les vôtres. Appropriez-vous ces différentes émissions, faites-les tourner, abonnez-vous. Vous êtes toujours autant nombreux sur les chaînes ActuPeople.net, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Merci.